nous aurons les manifestations normales, voilà, les manifestations normales et les manifestations pathologiques. Les manifestations pathologiques. Au niveau des manifestations normales, nous allons parler par exemple du rêve, voilà. Nous allons souligner la question du rêve. Nous allons aussi parler des actes manqués, donc le rêve, voilà. Et puis les actes manqués, par exemple. Les actes manqués. Donc voilà, ici, les manifestations normales, le rêve. Donc quand nous rêvons, nous arrivons à travers le rêve, à satisfaire des pulsions ou encore des désirs refoulés. Nous arrivons à les satisfaire au niveau de la conscience. Même si la conscience, pendant le rêve, est de façon souple, est un peu affaiblie, nous arrivons quand même à nous rappeler de nos rêves, etc. C'est un mécanisme selon Freud, parce que le rêve va s'expliquer de plusieurs manières, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'explication donnée par Freud. Voilà. Donc ici, selon Freud, le rêve est même la voie royale, de la compréhension de l'inconscient, de la manifestation de l'inconscient. C'est par le rêve qu'on peut mieux comprendre encore ce qui se passe dans notre psychisme. Ce qui fait que, pour Freud, l'interprétation des rêves est vraiment assez essentielle. Voilà, pour comprendre ce que le sujet vit dans le moment présent. Voilà. Et aussi, quand on parle des actes manqués, ce sont des actes qui sont souvent, quand nous prenons l'exemple du lapsus, les lapsus, hein, ou encore les lapsis, au pluriel on dit les lapsis. Le lapsus, par exemple, est quelque chose, hein, lorsque nous voulons dire, par exemple, un mot, et nous disons un autre mot à la place de ce mot-là, voilà, ça nous amène à dire des choses à la place de d'autres choses, ou encore à poser des actes à la place de d'autres, ainsi de suite. Voilà, et c'est ça qui nous amène, et surtout concernant le lapsus. Il y a le lapsus lingué, il y a le lapsus calami, etc. Voilà, différents types de lapsus. Et ici, il y a aussi l'oubli, par exemple, que nous pouvons citer ici aussi au niveau des actes choses. Il y a aussi la question des actes symptomatiques. Voilà. À ce niveau, il y a certains gestes ou habitudes qui s'expliquent par des causes purement inconscientes. Ici, qu'est-ce que nous pouvons aussi parler et dire en ce qui concerne les actes pathologiques? Les actes pathologiques, il faut comprendre qu'il y a la névrose, par exemple, et puis la psychose. En ce qui concerne les névroses, nous avons des manifestations chez le sujet qui peut être anormales, voilà, des manifestations sur le sujet, des manifestations pathologiques comme la phobie, les phobies par exemple. Voilà. Au niveau des phobies, nous pouvons parler par exemple de la zoophobie, la peur des animaux par exemple. Nous pouvons parler de la paranoïa, nous pouvons parler de l'agoraphobie, etc. La claustrophobie, etc. La peur de certaines choses, la peur de l'eau, la peur des hauteurs, tout ça. Voilà. Et bien d'autres choses. Voilà, en ce qui concerne les névroses. Mais les névroses sont différentes parce qu'elles ne changent pas totalement le comportement du sujet. Voilà. Elles n'affectent pas de façon considérable le comportement du sujet. Mais quand c'est les psychoses vont transformer totalement parce que le sujet lui-même ne sait pas qu'il a un problème. Par contre, dans les névroses, le sujet est conscient de ce qui se passe en lui. Il connaît les défauts. Voilà. Il les vit, il les connaît, il les reconnaît. Par contre, dans les psychoses, le sujet ne reconnaît pas. Il ne sait même pas qu'il est malade. Il ne sait même pas qu'il a des difficultés. Voilà. Puis il les trouve normales. Bien. Donc ici, voilà en quelque sorte ce que nous pouvons dire des manifestations de l'inconscient.
les manifestations de l'inconscient. Et ce sont ces manifestations-là qui font que nous comprenons que notre conscience n'est pas à mesure de tout contrôler en nous. Et Freud va dire à ce niveau que la conscience n'est pas maître dans sa propre maison. La conscience n'est pas maître dans sa propre maison. Ça veut dire que la conscience n'est pas capable de tout contrôler. Elle ne perçoit, elle ne peut pas tout définir, elle ne peut pas tout comprendre dans ce qui se fait. Elle n'a pas le contrôle de tout ce qui se fait à l'intérieur du psychisme. Voilà, en quelque sorte, de façon résumée, sinon nous pourrons mieux détailler, mais de façon résumée pour que nous puissions comprendre les différentes manifestations de l'inconscient. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'impact. Est-ce que tous ces éléments-là, étudiés, quel est leur impact sur la liberté et la responsabilité de l'homme? S'il y a inconscient, quel est l'impact de cet inconscient-là sur la responsabilité et la liberté de l'homme? Puisque l'homme, pour être libre et responsable, doit forcément être un être doté de conscience qui maîtrise ce qui se passe en lui, ce qu'il fait, ce qu'il pense. Mais si maintenant, nous admettons avec Freud que l'homme n'a pas toute cette capacité-là, il y a tout de même une partie de son psychisme qu'on appelle l'inconscient qui rentre en ligne de compte et qui fait que l'homme n'a pas le contrôle. Et Freud même va plus loin pour dire que c'est l'inconscient même qui gouverne la grande partie du psychisme, l'essentiel du psychisme. Et que la conscience elle-même est téléguidée, en quelque sorte. Comme de la manière où vous prenez votre télécommande pour changer les chaînes de votre télé, la conscience elle-même est téléguidée par l'inconscient. Si c'est le cas, quelle est maintenant la part de responsabilité de l'homme finalement? Quelle est aussi la part de la liberté de l'homme? Et c'est ce que nous allons voir au grand 4 pour terminer l'étude de cette notion.